Bonsoir et encore une fois, merci beaucoup de votre présence si nombreuse. Je reconnais des gens qui viennent maintenant presque systématiquement. Ça justifie le travail qu'on a initié il y a 3 ans et qui ne vit que par votre soutien. Donc je vous remercie encore une fois. Alors ce soir, nous allons parler de la violence des mots, qui est un sujet, je pense, extrêmement plus qu'actuel, je dirais. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut se dire totalement étranger aux problèmes que nous allons donc aborder ce soir. Et j'ai mes invités que je vous présenterai plus amplement tout à l'heure, donc Anastasia Colosimo, qui est ici à ma gauche, à ma droite, donc Jacques de Saint-Victor, et Caroline Daillère, qui est à droite de l'autre côté. Mais sans connotation politique, comme je le dis à chaque fois. Voilà, la violence des mots, c'est un très très vaste sujet. Et je voudrais commencer par raconter presque une anecdote, mais qui n'est pas totalement étrangère à ce qu'on va dire. Tous les 21 janvier, dans une ville qui se trouve dans les Abruzzes, en Italie centrale, dont vous avez entendu parler parce qu'il y a quelques années, elle a été victime d'un très grand tremblement de terre qui s'appelle l'Aquila. Il y a une étrange fête, le jour de la Sainte Agnès, qui est une jeune martyrisée à Rome, donc au début en 250 après Jésus-Christ, je crois. Et la fête a des racines extrêmement éloignées et remonte au XIIIe, XIVe siècle. C'est une drôle de fête. C'est la fête de la médisance, qui est organisée donc tout le temps. Alors, l'origine est assez obscure de cette fête de la médisance. On raconte, mais les témoignages historiques sont assez approximatifs, de ce qu'on appelait les malmaritate, qu'on pourrait traduire par les mal mariés. Donc, qui étaient des femmes qui rendaient le jour de menus services dans les demeures des seigneurs, comme ça, des puissants, puis le soir rentraient dans les monastères qui les avaient accueillis. Elles étaient quand même pas loin d'être des prostituées, quand même. Et le jour de la Sainte Agnès, le 21, on ne travaillait pas à l'Aquila. Et l'usage était que ces mal mariés ou mal maritates aillent dans les bouges et dans les tavernes donc, de la ville pour dire tout le mal possible et imaginable qu'elles rencontraient dans leur activité, leur service, auprès donc des familles qu'elles servaient, des seigneurs, des nobles qu'elles servaient. Et cette coutume est restée à l'Aquila. Et donc tous les ans, on fête la fête de la médisance. Il s'agit d'abord de dire du mal. Donc de dire du mal dans le sens du commérage, pourrait-on penser. En fait, il ne s'agissait pas tout à fait de ça. C'est-à-dire depuis que la fête a évolué, la notion même de dire du mal d'eux a évolué en dire ce qui va mal. C'est-à-dire que les gens qui se réunissent le jour commencent à signaler ce qui va mal dans la ville, chez des gens, les comportements urbains, les choses de ce type-là, avec interdiction de dire du mal de l'organisation communale, de l'organisation de la vie civile. Et c'est devenu quelque chose qui aujourd'hui prend depuis... Les fascistes, le régime fasciste avait supprimé cette fête, ayant peur peut-être que c'était un tout petit peu trop proche du persiflage. Et depuis, elle a été rétablie, elle a acquis quelque chose, une sorte de notoriété, puisqu'aujourd'hui, il y a des écrivains, des philosophes, des sociologues, et il y a même un prix qui est donné, qui est le prix Socrates Parrhesiastes, le Socrate parésiaste. Et vous allez voir que c'est peut-être en ce sens-là qu'elle a dévié. C'est-à-dire que la médisance est devenue le fait de dire ce qui est vrai, de dire comment les choses vont réellement. Et ça fait penser effectivement à la notion grecque donc de parésia, sur lequel a beaucoup travaillé, vous le savez sans doute, Michel Foucault. Or, cette idée donc du dire vrai quand on médit, qui semble contradictoire, c'est un peu la torsion, la meilleure torsion qu'on puisse faire de la médisance. C'est-à-dire qu'on se réunit, on parle,
comme dans une assemblée, pour dire voilà, ça ne va pas, il faut le refaire, ceci, en toute sincérité, sans mentir, avec le courage de s'exposer, quitte à s'exposer à la médisance dans l'autre sens. Donc ça, c'est cet aspect donc, que je dirais le plus noble de la médisance. Mais si on tire la médisance, évidemment, de l'autre côté, on trouve son sens le plus habituel, c'est-à-dire celui de dire du mal d'eux, donc qui peut être la malédiction dans certains cas, mais il faut des conditions pour qu'il y ait malédiction, le persiflage, le commérage, l'insulte, la vexation, le dénigrement, tout ce que nous allons effectivement rencontrer ce soir comme forme de violence, puisque c'est ça notre sujet. Dans ce cas, elle n'a plus rien à voir avec la parésia, mais elle a à voir effectivement à ce que nous entendons comme insulte ou comme, disons, dénigrement. Je signale au passage que le prix, l'année dernière, a été donné à un philosophe italien très connu qui s'appelle Remo Bodei et qui fait partie de notre comité d'honneur des rencontres philosophiques. Donc on a quand même comme membre des rencontres philosophiques quelqu'un qui a eu le prix de la médisance. Donc c'est quand même pas mal. Donc la question, c'est de savoir comment les paroles, effectivement, peuvent agir, comment elles peuvent à la fois provoquer des réactions pour qu'on dise le vrai, et aussi, évidemment, blesser. Blesser parfois de manière extrêmement violente, c'est le cas de le dire. Et d'abord, il faut rappeler, puisque je vois qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants ou d'élèves, il faut rappeler que la parole, effectivement, a une fonction qu'on appelle techniquement performative. Je fais appel ici aux travaux de John Austin qui a montré à quelles conditions une parole pouvait être un acte. Quand est-ce que dire, c'est faire? Il faut plusieurs conditions. Ça m'énerve ce truc qui tombe tout le temps. Il faut plusieurs conditions pour que dire puisse équivaloir à faire. Une des conditions, si je dis, je sais pas, à quelqu'un d'entre vous, déshabillez-vous, ben le type, il me dit, ouais, c'est ça, il appelle les flics immédiatement. Mais évidemment, si c'est dans un cabinet de médecin et que le médecin lui dit déshabillez-vous, monsieur ou madame, ben, il va le faire. De même, si je dis je vous joins, je vous unis par les liens du mariage, si je le dis moi, ça n'a aucun impact. Mais si c'est effectivement l'officier municipal qui le dit ou le maire, ça aura un impact. Donc pour que l'action se dérive d'une parole, il faut certaines effectivement conditions. Est-ce qu'il faut des conditions pour que l'insulte soit aussi une action, pour qu'elle puisse blesser vraiment? Et par expérience, nous savons tous que des mots blessent. Non pas simplement les mots qu'on prononce, mais des fois, et ça m'intéresse beaucoup plus d'une certaine manière, les mots qu'on ne prononce pas. Parfois, nous avons la violence attachée aux mots de manière presque organique. Vous voyez, on ne peut pas imaginer en sport un lanceur de javelot qui lance le javelot comme ça. Il faut qu'il y ait la vocifération. La vocifération, c'est effectivement ce qui permet d'accompagner le geste sportif, et le cri, évidemment, accompagne la violence du cri, accompagne la performance elle-même. Mais parfois, la parole, elle blesse, elle tue, elle humilie lorsqu'elle n'est pas prononcée. Et chacun d'entre nous s'est trouvé peut-être parfois dans la situation de « je ne peux pas le dire, j'arrive pas à le dire, ça ne sort pas de moi ». Et là aussi, il y a une violence qu'on se fait parfois à soi-même. Mais il y a aussi une autre chose qui est peut-être pire encore, c'est les mots qu'on ne nous dit pas, ceux qu'on a attendus. Peut-être que certains d'entre nous ont attendu des mots pendant toute une vie. Il n'est jamais venu ce mot-là. C'est pourtant le mot que mon père aurait dû me dire, ou que ma mère aurait dû me dire, ou que mon frère aurait pu me dire et qui m'aurait sauvé. Mais il ne l'a pas dit. Autrement dit, la violence des mots, elle part du silence déjà. Elle part de la taciturnité, du fait de la bouche cousue, je ne dis rien, jusqu'à la vocifération, jusqu'au hurlement. Et c'est toutes ces notions qui effectivement peuvent accompagner la violence des mots. Il y a un rapport organique entre la violence et les mots peuvent effectivement être extrêmement blessants et humiliants. Donc ce soir, pour parler de l'ensemble de ces sujets, j'ai invité des personnalités qui ont travaillé sur ces questions.
Et nous allons voir que les problèmes qui s'attachent à la parole, à la violence de la parole, à la violence des mots, entraînent, même si on ne les aperçoit pas tout de suite, toute une kyrielle de problèmes, qui sont des problèmes qui mettent en jeu la notion de vérité, comme on l'a vu un tout petit peu rapidement avec la parésia, qu'on peut voir dans l'aveu, qu'on peut voir dans l'extorsion des aveux aussi, mais aussi la liberté, et notamment la liberté d'expression, le droit. Et d'ailleurs, si on couple les deux, on pourrait poser la question brutale, existe-t-il un droit d'offenser? Est-ce que l'offense peut être un droit? Est-ce que j'ai le droit de tout dire, y compris ce qui blesse, y compris effectivement ce qui fait du mal, mais aussi y compris ce qui permet à la vérité de se manifester? Et puis ça implique évidemment l'histoire, parce que la violence des mots ont également une histoire. Ça implique la philosophie, évidemment, puisque ça pose des problèmes moraux, éthiques. Ça implique l'anthropologie, la théologie, le politique, c'est-à-dire tout ce qui constitue, pour utiliser un mot que j'ai inventé, mais j'espère qu'un jour ça va rentrer, notre convivence civile, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à la fin, tout à l'heure peut-être nous en parlerons, j'estime, moi, que la médisance, le persiflage, va être le problème des années à venir, des décennies à venir. Parce que précisément aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans la vie politique, c'est devenu une arme de combat. Et on voit bien comment immédiatement l'insulte survient précisément, nous en parlerons tout à l'heure, parce que dans la liberté d'expression, on s'occupe beaucoup de liberté, mais on ne fait pas tellement attention à l'expression. Et que parfois l'expression, lorsqu'elle est mutilée, lorsqu'elle est détruite, entache précisément la liberté. Aujourd'hui, vous voyez tous à quel point l'insulte est à fleur de peau, partout. C'est un truc un peu personnel, mais bon, c'est ma vanité qui me fait dire ça. J'ai publié la semaine dernière dans mon journal préféré 3 pages sur le livre de Michel Foucault qu'on attendait depuis 38 ans, Les aveux de la chair, qui était le 4e tome de l'histoire de la sexualité. Donc un article que j'estimais être raisonnable du point de vue effectivement de sa teneur scientifique. Sur le web, la première réaction qu'il y avait en bas, d'un lecteur donc, qui prend la peine d'acheter un journal ou de le lire sur le web et qui fait une remarque, ça ressemble à quelque chose de bien. La première remarque après l'article, c'était marqué « Vous dites tout ça parce que Michel Foucault était un PD ». Voilà, c'est ça la première réaction qu'il y a eu dans le journal. Autrement dit, c'est vraiment à fleur de peau aujourd'hui qu'il y a cette question de l'insulte et de la violence, effectivement, des mots. Alors, je vous présente évidemment mes invités, donc Anastasia Colosimo, qui a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, Les bûchers de la liberté, chez Stock en 2016, qui a eu le prix, je crois, à Elina et Louis Powell, parce que c'est un livre assez fort, au sens où on parle de café, qui est assez fort. Donc elle est doctorante en théorie politique, elle prépare une thèse donc, sur le thème « Juger de la religion, droit, politique et liberté face au blasphème en démocratie ». Elle est enseignante en théologie politique à Sciences Po, et elle a également mené des études de droit et de criminologie à Panthéon-Assas, je crois, et aussi a été visiting scholar à l'université de Columbia. Non? C'est trop. Alors on arrête là. À ma droite extrême, Caroline Dayer, donc, qui est chercheuse, formatrice et écrivaine, féministe, qui habite dans le Valais, je crois. D'accord. Alors, elle vient du Valais, elle habite Genève. Donc, elle est spécialiste aussi des questions de genre. Elle intervient régulièrement dans les médias suisses sur les questions de l'homophobie, du sexisme, du harcèlement de rue également. Elle est experte en prévention des violences et des discriminations donc pour le canton de Genève. Elle s'est formée à l'université à Genève, donc dans la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, où elle travaille actuellement en tant qu'enseignante et chercheuse. Elle a écrit aussi un livre qui est en plein évidemment dans notre sujet, qui s'appelle « Le pouvoir de l'injure, guide de prévention des violences et des discriminations », donc à la Tour d'Aigle en 2017. À ma droite, Jacques de Saint-Victor, qui a commencé
sa longue carrière, parce qu'il a fait beaucoup de choses comme avocat, je crois. Et puis ensuite, il a été chargé de cours à la Sorbonne. Après, il est devenu journaliste au Figaro économique. Et après son doctorat en histoire du droit, il a quitté le journalisme pour l'université, mais il reste chroniqueur quand même au Figaro littéraire. Donc c'est un confrère, vraiment. Il a écrit beaucoup d'ouvrages donc, sur l'histoire des idées politiques, sur la pensée libérale, la crise de la démocratie, le populisme. Il a aussi écrit des choses sur les organisations criminelles, et notamment sur la mafia. Et le livre qui nous intéresse le plus ici, d'ailleurs qui m'avait intéressé aussi parce que j'en avais parlé, ce qui s'appelle Blasphème, brève histoire d'un crime imaginaire, donc qui a été publié chez Gallimard en 2016. Voilà, donc vous voyez que ce sont des experts sur notre question. Donc je leur laisse la parole, j'ai déjà trop parlé. Donc la parole d'abord à Caroline Daillet. Voilà, bonsoir. Merci de m'accueillir à Monaco. Donc tout le monde a compris que je viens d'un canton qui s'appelle le Valais et que j'habite à Genève. Et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que les injures préférées entre ces cantons, justement, dans le Valais, c'est de dire ah, c'est de Genevois et Genevoises et inversement. Parce que c'est deux cantons, un qui est très urbain et l'autre qui est très montagnard. Donc c'était intéressant de voir quand on parlait de la question du contexte que les injures, justement, il y en a qui sont très transversales et puis d'autres qui sont contextualisées. Ceci étant dit, comme ça a été mentionné, je suis actuellement experte en prévention des violences et des discriminations et ça me permet un petit peu d'ancrer mon propos parce que ce soir, j'ai décidé de vous parler en fait sous deux de mes casquettes. La première casquette, ce sera le fait de me baser sur des recherches scientifiques que je mène maintenant depuis plus de 15 ans sur ces questions. Et puis dans un deuxième temps de la présentation, ce sera plutôt justement en lien avec des expériences que je mène dans les contextes professionnels et scolaires en termes soit de dispositifs de formation ou pédagogique ou d'intervention en tant que tel. Donc ça annonce un petit peu justement les statuts des deux parties principales qui vont organiser cette intervention. Je profite aussi en préambule de remercier l'organisation et l'accueil chaleureux lors de cet événement. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Donc vous l'aurez compris que le titre de cette présentation reprend le titre de mon dernier livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'injure ». Et puis j'avais envie dans un premier temps de retracer un petit peu pourquoi tout d'un coup je me suis centrée sur cette question de l'injure. Parce qu'effectivement, comme la thématique plus générale est la question des violences, ce soir on parle de la violence des mots et donc un angle qu'on pourrait choisir, c'est celui des injures. Donc on va aussi discuter, on va dire, de cette articulation, on va dire, ou de cette spécificité justement à travers de la violence des mots, de se dire mais pourquoi l'injure, à mon avis, c'est un très bon angle d'attaque. Alors avant de rentrer dans les trois raisons principales qui ont fait que je me suis attaquée à ces questions d'injures de manière un petit peu plus approfondie, je voulais demander dans la salle, en levant la main si la réponse est oui, qui a déjà été la cible d'injures une fois dans sa vie, quel que soit le type d'injure? Si vous pouviez lever la main. Alors je regarde en haut aussi, puisque je découvre du public en haut. D'accord, très bien. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question, qui a déjà été témoin d'injures? D'accord. Si jamais pour les personnes qui sont en haut, il y a beaucoup de monde qui lève la main en bas. Et pour les personnes qui sont en bas, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main en haut. Parfait. Et dernière question, qui a déjà été auteur d'injures? Je vous remercie pour votre franchise. Donc en haut, en bas, on voit que de nombreuses mains se lèvent. Merci beaucoup. Ah oui, il y a une personne très très motivée. Merci beaucoup pour ce mini-exercice parce que pourquoi choisir l'angle de l'injure pour parler de la violence des mots? La première raison que moi j'ai choisie, c'est celle de l'expérience. C'est-à-dire que tôt ou tard, tout le monde fait l'expérience de l'injure. C'est ce qui a été dit en introduction. L'injure, en fait, elle est étrangère à personne. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de distinguer, mais à la fois d'articuler dans une dynamique commune la question justement de est-ce qu'on a plutôt été cible, auteur, témoin ou les trois. Et cette distinction, pour moi, elle est très importante parce que la façon dont on va penser le contexte et la dynamique des injures va préfigurer les pistes d'action qu'on va donner. Et c'est pour ça que je reviendrai à la fin de ma présentation sur ces trois aspects-là. Donc, première raison, l'expérience. Parce que chaque personne, d'une manière ou d'une autre, fait cette expérience. Et dit autrement, même les enfants savent ce que c'est qu'une injure.
Et quand j'interviens auprès des professionnels de la petite enfance, par exemple, sur la question des injures qui fusent dans tous les sens, ces professionnels me disent très souvent « Oui, mais bon, vous savez, les enfants ne savent pas toujours ce qu'ils et elles disent. » Puis je dis « Mais vous avez tout à fait raison, hein, si vous activez un petit peu les principales injures que vous entendez, ben, effectivement, des fois, les enfants répètent, bien évidemment, ce qu'ils et elles entendent et ne savent pas toujours ce que ça veut dire. » Alors moi, je dis toujours à ces personnes que des fois, les adultes non plus ne savent pas le sens précis des injures qui sont répétées. Ça peut aussi arriver. Mais par contre, on constate quand même que les enfants savent que ce n'est pas fait pour faire du bien. Donc on voit qu'il y a déjà une prise de conscience, une intériorisation. Et je m'amuse beaucoup à voir un petit peu quelles injures les enfants vont dire, parce que les enfants observent celles qui vont faire le plus d'effet. Donc premier point d'entrée, c'est l'injure en tant qu'expérience. Quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une expérience qui ne nous est pas étrangère, qui nous est plutôt quasiment quotidienne. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, l'injure comme concept. Parce que ce qu'il y a d'intéressant à travers l'idée du concept, c'est que l'injure, à mon avis, elle peut être éclairée uniquement de manière interdisciplinaire. Et c'est une manière justement de se dire, en tant que concept, on a parlé tout à l'heure du fait que ce soit un énoncé performatif, je pense que c'est l'angle le plus intéressant et hautement philosophique, de se dire mais pourquoi les injures, c'est pas des mots comme les autres? Et si on commence à répondre à cette question, ben, effectivement, on voit que l'injure elle a le pouvoir de blesser. N'importe quel mot n'a pas le pouvoir de blesser, mais on peut aussi rater l'effet d'une injure, comme on disait. Selon le contexte, elle peut tomber complètement à plat si toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais donc la question justement du pouvoir de blesser, c'est vraiment quelque chose où on se dit ce ne sont des mots pas comme les autres, puisqu'il y a ce pouvoir-là. Et puis, troisième raison, c'est vraiment une manière de se dire que l'injure devient un vecteur. Alors là, j'y reviendrai en fin de présentation, de se dire mais comment on peut agir sur ces injures et en faire des sujets de réflexion et des pistes d'action, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc c'est un petit peu ces trois raisons que j'ai décidé de déployer ce soir et d'ailleurs aussi dans mon livre, puisque je vois que ces trois aspects fonctionnent de manière très articulée. Et donc pour commencer par la première partie, ce que je vous propose en fait, c'est de regarder quelques petits extraits d'entretiens que je mène. Alors je mène des entretiens auprès de personnes de tout âge, mais j'ai décidé pour ce soir de me centrer plutôt sur les enfants et les jeunes. Et à force de faire des entretiens, non pas sur la question des violences, mais moi je m'intéresse plutôt à la base, à la construction identitaire ou au processus de socialisation, je me suis rendu compte qu'en termes méthodologiques, quand je faisais des entretiens semi-directifs avec ces jeunes très souvent me parlaient de la question des violences et à l'intérieur de la question des violences, de celle des injures. Donc c'est comme ça où je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Et de la somme de ces entretiens a émergé une métaphore que je voulais partager avec vous, qui est celle en fait de l'épée de Damoclès. Alors on va maintenant justement à travers deux petits extraits d'entretien se dire justement en quoi l'injure a ce pouvoir-là, comme on vient de le dire. Et c'est aussi une manière de voir qu'en termes du droit, c'est pas pour rien qu'un mot soit encadré. C'est bien parce qu'elle a un pouvoir, cette injure, que juridiquement, il y a un cadre qui existe autour d'elle. Et étymologiquement, c'est intéressant de voir que insulte, ça va être plus proche de assaut, alors que injure, c'est beaucoup plus lié à injuris. Donc on va parler aussi d'atteinte à la dignité, d'atteinte à l'honneur. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que les injures, elles vont tomber sous le coup de la loi, même quand c'est pour rire. Donc ça, c'est aussi intéressant de se demander au niveau sociologique, anthropologique, comment on vit ces expériences-là, mais sous, on va dire, l'angle du droit, de se dire, même quand c'est pour rire, ça va justement être pris en compte. Alors l'épée de Damoclès, je vous ai mis cette image-là, on voit qu'on est dans une cour de récréation, et j'en profite pour vous parler en fait d'un site français qui s'appelle mathilda.education. S'il y a des personnes qui sont des professionnels de l'éducation, de la santé ou du social, je vous le recommande vivement. Et si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement aussi, en fait. Parce qu'il y a des vidéos très intéressantes et diversifiées, interdisciplinaires. Ça va de la philosophie à la biologie, l'anthropologie à l'histoire. Et on m'avait proposé de faire différentes vidéos, dont une sur les injures. Et je m'étais beaucoup interrogée sur comment faire un outil pédagogique où les gens ne s'endorment pas. Alors j'ai fait beaucoup de modalités, je les ai testées sur moi, je me suis endormie moi-même, donc je me suis dit je vais peut-être éviter de faire ça. Donc sur justement
ce site-là, j'ai proposé un outil pédagogique avec des témoignages de personnes. Et je vois que sur la question des injures, en fait, partir des expériences concrètes reste le meilleur vecteur. Je parlais tout à l'heure de vecteur. Donc si cette vidéo vous intéresse, elle peut être utilisée de manière pédagogique par chapitre, ou si tout simplement vous avez envie de la regarder, n'hésitez pas. Mais c'était juste pour dire que ce site mathilda.education est très intéressant en termes pédagogiques. Alors pourquoi l'épée de Damoclès? Alors l'épée d'abord. On a Roxane qui nous dit « C'est une chape de plomb qui laisse des séquelles physiques, psychologiques, c'était le néant ». Donc cet extrait d'entretien, il nous parle en fait des effets de l'injure, et c'est pour ça que cette diapositive s'appelle l'épée. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc pourquoi les injures, ce sont des mots pas comme les autres? C'est parce que ce sont des violences verbales, et elles ont le pouvoir de blesser. Alors là, on n'est pas en train de parler de ce qu'on appelle la désémantisation des injures, c'est-à-dire le fait de mettre des injures dans les phrases comme des signes de ponctuation, très liés à la banalisation de ce langage-là. On parle vraiment justement des injures qui sont adressées de manière directe ou indirecte aux personnes et qui vont les blesser. Donc l'épée, pourquoi l'épée? La question de blesser en plein cœur. Et puis l'autre pouvoir de l'injure à travers l'épée, c'est la question de la dévalorisation. Et ça, c'est extrêmement important parce que la dévalorisation, ça montre que l'épée, en tant qu'injure, justement, elle va créer des frontières à la base qui n'auraient pas lieu d'exister. Mais rien que le fait de dire une injure, on coupe le monde en deux et on crée des frontières. Et cet aspect-là, il est extrêmement important puisqu'on voit que bien des travaux aussi de philosophie, d'ailleurs, ont montré que l'injure, elle n'est jamais uniquement individuelle. L'injure est toujours individuelle et collective. Si je sors d'ici et puis je profère une injure raciste, par exemple, je vais viser la personne en tant que telle, mais je vais aussi viser tout un groupe d'appartenance. Ou par contre, si je dis justement des injures qui touchent une collectivité, ou en termes généraux, je vais aussi toucher chaque membre de cette collectivité. Donc on est en train de voir que finalement, l'injure n'est jamais en fait un électron libre ou isolé, mais fait souvent partie d'une série répétée d'actes de langage qui fait que justement, il y a cette puissance de l'épée qui va frapper en plein cœur. Et ce que nous dit Roxane aussi, c'est que ces effets des mots, elle a été victime uniquement justement d'injures répétées, elle n'a jamais vécu de violence physique, et Roxane des fois disait « j'aurais vraiment préféré qu'on me frappe », parce qu'en fait, moi-même, j'aurais pu identifier que cette violence-là, elle est grave, et en plus, il y aurait des marques. Parce que les marques dont elle parle, elles sont beaucoup plus, on va dire, invisibles que les coups en tant que tels, si on prend ces exemples-là. Donc, les conséquences de cette épée, des aspects liés à la santé physique ou psychologique, mais aussi l'autre point très important, c'est celle du néant. Et celle du néant, je la travaille énormément actuellement sur les questions de harcèlement scolaire. Je parlerai plutôt personnellement d'intimidation scolaire, parce que le mot de harcèlement, surtout avec l'actualité entre le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes dynamiques qui sont mises en place. Donc je pense que pour éviter des confusions, je pense que le mot d'intimidation, il est plus intéressant, surtout que dans le contexte scolaire, l'injure, ce sera l'arme première de l'intimidation, à savoir justement un phénomène de groupe qui va assaillir une personne et créer une asymétrie. Et donc la question du néant pose aussi justement cette interrogation sur comment agir en profondeur sur ces aspects-là, et j'y reviendrai en conclusion. Donc pourquoi l'épée de Damoclès? Parce que l'épée, justement, les mots sont une arme, et de Damoclès parce que Guillaume nous dit « On ne m'a jamais injurié en face, mais le fait que ça puisse arriver m'angoisse, alors je fais gaffe ». À force d'entendre des jeunes qui me parlaient de leur expérience et qui m'ont dit la souffrance que ça pouvait être d'être la cible d'injures, j'ai eu tout d'un coup plein de jeunes qui me disaient, ou même d'enfants, moi en fait on ne m'a jamais injurié en face, moi en tant que personne. Par contre je ne cesse d'entendre des injures autour de moi qui me visent indirectement. Alors elles ne sont pas dites à moi, mais ça me touche. Et c'est là où justement j'ai développé cette idée de Damoclès, parce que du coup ces personnes vivent comme avec des épées qui peuvent tomber à tout moment. Et la question typiquement de l'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est un bon exemple parce que du coup cette épée elle devient quasiment anonyme et impalpable, voire invisible. Donc l'épée de Damoclès, c'est aussi une manière de se dire que les injures peuvent tomber de cette manière-là. Alors moi je disais à ces personnes, mais
Je leur disais pas comme ça, mais en gros, je leur disais, mais vous n'êtes pas un peu parano, en fait, de penser qu'il y aurait tout le temps des épées qui vous tomberaient sur la figure tout le temps. Et puis, du coup, c'était beaucoup des élèves, là on parlait du contexte scolaire, et ces élèves disaient, bah non, bah je sais pas que je paranoïe, en fait, c'est que c'est violent d'être la cible de violence, c'est encore plus violent quand les adultes n'interviennent pas. Donc c'est des élèves qui avaient intériorisé que justement, il n'y avait pas de bouclier qui allait contrer les épées de Damoclès. Donc ces personnes se disaient, ben, si justement les personnes ne bougent pas pour les autres, pourquoi on bougerait pour moi? Donc je reviendrai aussi à la fin, bien sûr, à chaque fois pour proposer une piste sur chaque constat. Les deux points que je voulais mettre en évidence à travers l'épée de Damoclès, c'est qu'on voit qu'il y a ce pouvoir de faire changer de comportement. Guillaume nous dit « je fais gaffe ». Et c'est intéressant puisque dans le contexte scolaire, ça veut dire que des personnes vont éviter d'aller aux toilettes au même moment que certaines personnes. Il y a des élèves qui vont aller dans la bibliothèque pendant la récré, comme ça il y a un ou une adulte, et les personnes se sentent en sécurité. Donc on voit que l'injure, là, sans même être adressée, elle a le pouvoir justement de faire changer de comportement puisque Guillaume va dire « je fais gaffe ». Sur les questions de harcèlement de rue, c'est quelque chose aussi qui marche très fort de comment les femmes, elles vont se diriger en fait dans l'espace public, par exemple, et encore plus de nuit. Et le deuxième constat, c'est le fait que l'épée peut créer un sentiment d'angoisse et un sentiment justement d'hostilité, sans même être directement prononcé. Du coup, en parlant de tous ces aspects-là, le point suivant, c'est de se dire que finalement, l'injure, c'est que la pointe de l'iceberg, au bout du compte. Parce que si on en parle, c'est parce qu'elle est extrêmement banalisée, mais elle n'est pas banale. Et ça fait que c'est un peu la pointe qui sort de l'iceberg, puisque c'est des choses qu'on entend beaucoup. Et hors de l'iceberg, on peut aussi avoir des violences physiques, des violences sexuelles, c'est des choses plus palpables, audibles. Par contre, on a toute cette masse cachée sous l'eau, qui à mon avis est vraiment très importante, parce que c'est nécessaire, bien sûr, de se questionner sur comment on va faire par rapport à ces injures-là, mais tant qu'on ne s'attaque pas au système hiérarchique qui fonde ces injures-là, on ne va jamais s'en sortir, puisque du coup, ce sera mettre des pansements sur des plaies béantes, tant qu'on ne s'attaque pas aussi au système de hiérarchisation, qui sont d'ailleurs les discriminations. Donc, ça nous montre que, justement, on pourrait vraiment agir sur l'injure en tant que telle, mais aussi sur d'autres formes qui la concernent, notamment les stéréotypes, l'exclusion, les discriminations. On voit que c'est plein d'exemples qui s'articulent à cette notion-là. Alors on arrive du coup, en fonction de ces aspects-là, à des choses qui sont beaucoup plus liées à comment j'ai pu traduire mes propres recherches sur ces questions et des expériences en contexte scolaire ou professionnel. Donc on pourrait vraiment se dire, mais comment agir en amont par rapport à ces questions et comment réagir à chaud quand ça arrive. Donc la première chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que la question d'intervenir reste malgré tout en fait incontournable, parce qu'on peut se dire que montrer son désaccord par rapport à une situation d'injure ou de violence, c'est déjà en fait donner des messages. Et si je reprends l'exemple du contexte scolaire, dans certaines formations justement que je partage avec les adultes, on voit que souvent les adultes disent à juste titre, oui mais c'est tout le temps, ça fuse dans tous les sens, des fois j'ai pas le temps. Je dis effectivement, je comprends très bien, parce que la cloche sonne, le cours se termine, etc. Mais en fait ça prend une seconde de montrer son désaccord. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas à ce moment-là où c'est hyper chaud qu'on va dérouler le code pénal, ça justement ça se fait en amont ou en aval, mais là quand c'est chaud, vraiment, le fait de pouvoir montrer son désaccord, ça peut être par la reformulation, l'interpellation, quelque chose justement de beaucoup plus dynamique, mais entre-temps, montrer son désaccord, on donne 3 messages. On donne un message aux auteurs, c'est pas admissible ce que tu fais ou ce que vous faites. On donne un message aux cibles, ce que tu vis, c'est pas normal, regarde, t'es soutenu et entendu, et surtout on donne un message aux témoins. On parlait de l'intimidation scolaire, mieux elle marche, mieux elle va faire des séquelles, mais surtout, elle demande du public, parce que le but, c'est justement de faire quelque chose devant le public. Donc, ne jamais oublier qu'on a finalement un pouvoir d'action très fort qui peut nous prendre pas beaucoup de temps. Et puis, c'est encore plus intéressant si on continue dans le cas du contexte scolaire, si on a la capacité de dire non, comme vous le savez très bien. C'est-à-dire que ça nous prend une deuxième seconde de dire tu sais très bien, en fait, on a discuté en début d'année sur les règles de vivre ensemble, ou plus on peut faire référence à des moments partagés à froid, dans le calme, plus justement les élèves vont voir que ce n'est pas de la sanction pure et dure qui n'aurait aucun sens, mais ça fait appel à des moments partagés ensemble et en amont. Et le dernier point qui termine cette triade, c'est celle de la promotion.
c'est de penser finalement la question des injures et des violences, pas uniquement dans comment on fait pour réagir à chaud quand ça arrive, mais comment on peut avoir des discours positifs et inclusifs dans le quotidien, et pas seulement quand les incidents surviennent. Donc articuler la prévention et la promotion, c'est vraiment un aspect extrêmement fort et puissant, parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Et l'aspect aussi justement d'intervenir, c'est une manière de montrer aussi que ça agit sur les deux sentiments qui sont les plus répandus pour les cibles de violence. Le premier sentiment, c'est l'impuissance. On voyait Roxane, elle disait c'est le néant, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Donc rien qu'en montrant justement son désaccord, c'est aussi une manière justement de faire sortir de l'impuissance. Et l'autre sentiment le plus vécu, c'est celui de l'injustice. Donc c'est aussi une manière de dire je vais prendre en charge cette situation. Et dans la promotion, c'est aussi une manière de dire donc stop, c'est pas admissible. Comme vous le savez bien, et la dernière phase, la troisième seconde, c'est on en reparlera. Et juste dire on en reparlera, c'est une manière d'être capable de se dire, des fois on rentre chez soi puis on se dit peut-être que je n'aurais pas dû dire ça comme ça ou faire comme ça. Donc ça donne la possibilité de revenir sur ces aspects-là. Donc la dernière diapositive, c'est aussi une triade, j'adore les triades. Du coup, si je termine en termes de synthèse assez concrète pour répondre aux questions que je posais tout au début, je me rends compte que ce soit dans le contexte scolaire ou professionnel, on voit que si on articule 3 dimensions, on peut avoir vraiment une prévention très constructive et beaucoup plus efficace, parce qu'il y a toujours un plan individuel qui va rentrer en ligne de compte. Parce que finalement, chaque personne a une capacité d'action, comme je viens de le mettre là, en termes de posture citoyenne. Alors justement, on ne va pas non plus justement se jeter dans la gueule du loup dans certains contextes, mais dernièrement j'étais dans un métro à Lausanne, et puis je voyais qu'il y avait une jeune fille qui était apparemment en train de passer un sale quart d'heure avec 2 garçons qui l'assaillaient, et puis comme moi-même je ne voulais pas surinterpréter cette situation, et puis débarquer et faire la chevalière blanche ou je ne sais quoi, moi je ne voulais pas penser à sa place. Du coup, plutôt que d'aller justement stopper cette situation de manière très frontale, je suis allée justement simplement demander l'heure à cette personne. Et du coup, ça lui a donné l'occasion soit de casser cette situation où elle était mal à l'aise parce qu'elle est mal à l'aise, soit répondre, et on voit justement que ces possibilités-là nous montrent qu'on peut faire diversion. Et moi, j'utilise beaucoup plus cette méthode, j'ai envie de dire, dans mon quotidien, parce que j'avais un conflit vraiment éthique de me dire est-ce que moi, je bouge ou je ne bouge pas. Et il y a toute la question de la responsabilité individuelle ou collective. Donc on a une posture citoyenne, chaque personne, on va dire, la déploie à sa façon. Mais quand on parle de contexte scolaire ou professionnel, on a autre chose qui rentre en ligne de compte, qui est la posture professionnelle. Et donc là, c'est tout autre chose, puisqu'en fait, il y a une fonction d'être garant et garante de cet aspect-là. Donc, je travaille beaucoup la posture professionnelle avec les adultes, parce qu'il y a des adultes, par exemple, qui, sur ces questions, au niveau théorique ou des contenus, sont incroyables, mais dans leur pratique quotidienne, reproduisent des stéréotypes ou des inégalités. Donc, on voit que si on peut travailler sur le fond et la forme, eh ben, on va avoir beaucoup plus de cohérence. Mais ça va bien sûr être beaucoup plus efficace si on articule cet aspect individuel à un plan plus collectif. C'est-à-dire que, par exemple, si je ne suis pas la seule personne à être dans cette dynamique-là, déjà, justement, on s'épuise et puis ça n'a pas beaucoup de sens parce que les élèves voient bien que Janine dit blanc et puis Jules dit vert et puis donc leur cuisine peut continuer très clairement. Donc travailler un plan plus collectif, ça permet de travailler aussi de la cohérence pédagogique en tant que telle. Et puis là, ça demande justement souvent avoir un groupe de référence, quelle que soit la structure, ça peut être le contexte professionnel ou scolaire, de se dire il faut que justement toute personne sache à qui s'adresser au sein même de sa structure. Et ce qui se montre très pertinent aussi, c'est articuler le réseau interne et externe. C'est-à-dire aussi, par exemple, faire des interventions de personnes externes dans une entreprise, dans une école, etc. Et le dernier point, qui est celui justement de la dimension institutionnelle et politique, c'est revenir aussi aux cadres légaux et organisationnels ou à la question des chartes. Et donc ça, c'est un vrai enjeu parce qu'on voit les chartes qui prolifèrent partout. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se dire comment faire pour qu'elles ne restent pas des coquilles vides, mais soient vraiment incarnées. Et donc ces 3 dimensions, on voit que justement, quand on parle d'ailleurs de souffrance au travail de manière plus générale, on voit que c'est souvent quand justement il n'y a pas d'articulation entre ces dimensions qui crée des tensions pour les personnes. Donc ça, on pourra bien sûr en discuter très volontiers. Comme il me reste 3 secondes et demie, c'est parfait.
C'est ça. Donc la dernière diapositive, je boucle la boucle avec, comme je disais, pourquoi le pouvoir de l'injure. Et au moment où je rédigeais la fin de ce livre, coïncidait en fait avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et c'était très intéressant en fait de voir, si on revient à la question aussi de la banalisation des injures, de voir que ça devient aussi compliqué quand on a des autorités politiques qui vont légitimer ce genre de discours. Donc après, il ne faut pas s'étonner, si on revient au cours de récréation, que des enfants ressortent des choses qui sont entendues de manière assez virale. Donc ça nous permet là de refaire la boucle entre notre quotidien, nos expériences, et puis ces différents niveaux. Je vous remercie vivement pour votre attention, et puis à tout de suite. Merci beaucoup, Caroline. Il y a beaucoup d'expérience et de réflexion, effectivement, sur ces questions. Mais vous voyez qu'à mesure que tu parlais, il y a des tas de questions qui naissent déjà. C'est-à-dire le mystère même de l'insulte. C'est-à-dire comment peut-elle blesser hors d'un système hiérarchique? Tu as cité tout à l'heure le mot hiérarchique. Hiérarchique, c'est sacré, c'est une échelle sacrée. Donc à la limite, on pourrait comprendre qu'un supérieur hiérarchique qui insulte son inférieur hiérarchique ou l'inverse peut provoquer des dégâts, sinon des blessures. Mais là où l'insulte est étonnante, c'est que ça vient de n'importe qui. Quelqu'un que je n'ai pas en estime, que je ne connais même pas. Comment puis-je blesser par quelqu'un qui me dit connard alors que je ne le connais même pas? Et puis deuxième question, c'est que la plupart des insultes ont des connotations sexuelles, religieuses, donc portent atteinte effectivement à une partie de l'identité. Là où c'est bizarre, c'est qu'elles puissent m'atteindre alors qu'elles ne viennent pas de quelqu'un à la parole duquel j'attribue une importance. Puis l'autre type de question, peut-être qu'on y reviendra avec les autres interventions, c'est la motivation de l'insulteur. Parce qu'on s'occupe beaucoup des insultés, à juste titre, puisque c'est eux qui souffrent, mais à quel type de jouissance participe la jouissance d'insulter? Qu'est-ce qu'il vise, l'insulteur? Et là aussi, ce serait intéressant peut-être de répondre. Peut-être qu'il tente de délimiter une zone où il se sent plus tranquille, un peu comme le dégoût. C'est-à-dire que le dégoût permet d'éloigner de nous des zones pour blanchir la nôtre, pour que la nôtre soit bien odorante, si je puis dire. Quand on traite de sale machin quelqu'un, ou quand on est dégoûté par, ensuite on se dit mais moi je suis effectivement à la bonne place. Donc là aussi il y a des tas de questions qui relèvent de cette logique absurde de l'insulte, qui fait mal alors qu'elle ne devrait pas. Des fois, on a vraiment mal, on rentre, on est irrité, j'en ai marre, je suis énervé, parce que l'autre, il m'a traité de connard en voiture. Mais pourquoi? Alors que je ne le connais même pas, donc je ne devrais pas tenir compte, effectivement, de ce qu'il dit. Et ensuite, la logique, effectivement, de l'insulteur, qui me semble aussi être extrêmement difficile à analyser. Peut-être ne fait-il qu'exprimer ses impuissances ou ses peurs. Et là, la psychanalyse aurait beaucoup à dire, et peut-être que tout à l'heure, on va aborder. Mais d'abord, on va passer à la deuxième approche. Donc, Jacques, à toi. Merci. Alors, je crois que dans les feuilletons, il y a le good cop et le bad cop. Alors moi, je vais jouer le mauvais policier, après avoir entendu le bon policier, puisque je vais vous parler d'une violence des mots qui est réellement une violence, mais qui est une violence qui, du fait de notre histoire, est une violence légitime et légale, c'est-à-dire le blasphème. Et je vais essayer de vous montrer, en essayant, je sais que je suis historien, donc je serai ennuyeux, bien entendu, mais je vais essayer de vous montrer combien l'histoire, néanmoins, nous permet de bien comprendre une partie de ce débat, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des violences des mots absolument condamnables, et notre droit le condamne, comme l'injure par exemple, mais il y a toute autre violence qui peuvent être considérées comme légitimes et qui sont, depuis en tout cas en France, la Révolution française, considérées comme des violences qui doivent être acceptées par le législateur. Et le blasphème, vous savez, il y a une histoire très particulière entre la France et le blasphème, puisque la France est la première nation d'Europe et donc probablement du monde, je ne vais pas chercher au-delà, à avoir considéré que le blasphème ne devait pas être un délit.
Ça s'est passé au tout début de la Révolution française, en 1789, et ça a été repris dans le premier code pénal français de 1791. On a considéré que le blasphème, qui est pourtant bien une injure à la divinité, relevait de ce qu'on appelait d'un crime imaginaire, et qu'à ce titre, ce crime imaginaire, eh bien, il ne devait pas être sanctionné. Et moi, quand j'étais jeune, ça remonte maintenant à très longtemps, hein, bien sûr, eh bien, ça me paraissait une telle évidence que jamais j'aurais pu imaginer un jour écrire ce petit livre sur le blasphème et venir, comme aujourd'hui, vous en parler, parce que dans la cour de récréation que nous avions à l'époque, la question du blasphème, évidemment, ne venait jamais dans la discussion. C'était une évidence. Et puis, il faut bien admettre que depuis un certain nombre d'années, en particulier de manière extrêmement tragique, l'attentat terrible à Charlie Hebdo, eh bien, a remis sur le devant de la scène cette question du blasphème et nous a fait comprendre que, eh bien, il y avait des violences de mots, des violences de caricature, des violences d'expression, pour prendre les choses au sens large, eh bien, qui étaient bien plus choquantes qu'on ne l'imaginait et qui, du coup, soulignaient qu'il y avait un impensé en France bien plus fort qu'on aurait pu l'imaginer sur ces questions. Alors, je le ferai très brièvement à la fin, mais je pense que Anastasia reviendra, je ne sais pas, dans cette intervention sur cette question de la blessure, parce qu'au fond, toute la question tourne autour de cette notion. J'essaierai de souligner comment aujourd'hui se trouve posée la question sur un plan juridique, mais je voudrais vraiment prendre quelques instants sur le développement historique, parce que vous verrez que l'histoire nous montre pourquoi nous en sommes arrivés là, et il y a des débats, même très anciens, qui nous permettent de comprendre les enjeux contemporains de cette question. Alors, pour être très 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 rapide sur les prémices, si vous voulez, le délit de blasphème a eu, quand il était encore considéré comme un délit, c'est-à-dire pendant tout l'Ancien Régime, depuis la plus haute Antiquité, mais en tout cas pour ce qui nous concerne en France depuis tout l'Ancien Régime, il a eu au moins 3 significations différentes, et j'insisterai juste sur des points très précis de chacune de ces significations. Au départ, le blasphème est considéré comme un outrage à la divinité, c'est-à-dire qu'on condamne le blasphème parce qu'on pense que Dieu est vraiment blessé par ces paroles outrageantes, par ces violences des mots qui s'adressent directement à la divinité. Ça va structurer à peu près tout le Moyen-Âge, mais je dirais, c'est une surprise d'ailleurs, y compris de ma part, je pensais que la violence de la répression était considérable. En réalité, l'Église, elle a plutôt pour ambition de sauver le blasphémateur, c'est-à-dire qu'elle lui inflige une amende et une pénitence, mais elle ne veut pas, elle n'impose pas une violence physique, une répression très forte. C'est paradoxalement l'organisation laïque, c'est-à-dire la monarchie, qui va au contraire vouloir sanctionner de manière beaucoup plus forte le blasphémateur, parce que le roi, notamment à partir de Saint-Louis, il ne porte pas son nom pour rien, considère que c'est très dangereux d'attirer les foudres du Seigneur sur le royaume, et donc on veut sanctionner le blasphémateur. Saint-Louis voulait d'ailleurs condamner à mort le blasphémateur, et c'est le pape qui lui a dit « Bon, tu es très gentil, mais non, il faut au contraire conserver cette idée de pénitence, parce que si on condamne à mort le blasphémateur, évidemment, ça perd tout son sens de la sanction. » Alors, ce qui est plus intéressant, c'est quand le blasphème va devenir, à partir des guerres de religion, un crime identitaire. Et là, ça résonne évidemment beaucoup plus avec des actualités que nous avons connues. C'est-à-dire qu'à partir des guerres de religion, le blasphème se transforme et devient un crime qui caractérise, si vous voulez, l'autre. Le mal dire, c'est le mal croire. Et donc, le blasphémateur, c'est celui qui a une religion différente et une religion que l'on considère comme condamnable et qui, de ce fait, nous agresse de sa religion. Et donc, on va avoir en France un lien étroit qui va se nouer entre le blasphème et la répression religieuse. Au départ, comme la France est un pays assez particulier, puisqu'il n'est ni, comme les pays du Nord, totalement acquis au protestantisme, ni comme les pays du Sud, totalement acquis
ou restant catholique, la France s'est posé pendant quelques années la question, et le roi François Ier, qui est célèbre donc à cette époque-là roi de France, qui a des intérêts à ménager les princes protestants dans sa lutte contre Charles Quint, je vais très vite. Bref, au départ, il n'aurait pas voulu pourchasser particulièrement les blasphémateurs protestants. Et puis, il se trouve qu'il y a une affaire très, très connue, petite affaire aujourd'hui, mais à l'époque très importante. Il y a une affaire de placard, parce que les mots dont on parle, la violence des mots, elle s'exprime surtout, enfin, elle s'exprime aussi dans les écrits, ce n'est pas simplement la violence verbale. Et les protestants ont placardé sur cette nuit, la nuit des placards, un certain nombre de petits tracts, comme on pourrait dire, sur certains monuments, y compris jusqu'à la chambre du roi. Et c'était des placards qui avaient un caractère blasphémateur, puisqu'ils remettaient en cause la religion catholique. Et cet outrage au roi a été considéré comme quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est à partir de là que s'est mis en place toute une répression du blasphème. Et c'est intéressant à noter, c'est au même moment qu'apparaît l'imprimerie. Et donc, on va avoir le début de la censure lié à ce désir de réprimer des mots qui blessent. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien noter ce point précis. Il y aura toujours dans l'idée, en France et en particulier, mais dans d'autres pays aussi, cette attention à considérer que, bien sûr, il y a des mots qui blessent, mais ce que l'on leur oppose, c'est la censure. Et la censure est rarement, elle aussi, considérée avec un grand caractère positif. Oui. Alors, ce tournant de l'affaire des placards est très important. Je vais quand même en dire quelques mots ensuite, à nouveau, quand on y reviendra. Mais à partir de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, on a résolu ces guerres de religion. On les a résolues d'ailleurs dans un contexte qui est assez paradoxal, parce qu'on croit toujours que c'est l'édit de tolérance qui va permettre en France de sortir de ces questions religieuses, de ces questions de conflits religieux. En réalité, c'est assez triste à dire, mais c'est surtout les politiques qui sont nés à partir du traité de Westphalie en 1648, des traités d'unification religieuse. C'est-à-dire, selon le principe qu'on dit souvent en latin, c'est cuius regio eius religio, c'est-à-dire tel prince, telle religion, il faut que le peuple ait la religion du prince. C'est-à-dire, au fond, l'unification autour d'une seule religion. Et ce processus qui a mis fin aux guerres de religion, c'est un processus évidemment aujourd'hui qui serait assez difficile à admettre, va transformer ce qu'on appelle la configuration blasphématoire. Parce qu'à partir du moment où de toute façon il y a une unité religieuse, la question du blasphème change complètement de sens. Ce n'est plus un crime identitaire. Et ça va devenir, à partir de cette époque-là, un délit que l'on considère comme un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'au fond, et on le voit dans la plupart des écrits de cette époque, jusqu'à la Révolution française, on poursuit le blasphémateur, non pas parce qu'on pense qu'il a outragé le divin et que le divin va se venger sur nous, ça ce n'est plus du tout l'esprit de cette époque-là. On ne considère plus le blasphémateur comme un ennemi de la religion, puisqu'on est dans une unité religieuse. On considère simplement que le blasphémateur crée un trouble parce qu'il choque, il crée une sorte il perturbe la croyance de l'autre, et à partir de là, on considère qu'il est nécessaire de le sanctionner. Et on va continuer à sanctionner le blasphème jusqu'à la Révolution française, mais à partir de Spinoza, mais surtout chez nous en France, à partir des Lumières, et notamment d'un auteur très important qui s'appelle Montesquieu, on va remettre en cause
cette sanction du blasphémateur. Montesquieu dit cette chose suivante: si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, c'est-à-dire que si on commence à se lancer dans la spirale de répression du blasphème, eh bien, on entre dans une logique répressive sans fin, parce que toujours quelqu'un considérera que tel ou tel propos est contraire à la divinité. Et donc, cette considération de Montesquieu est très importante parce qu'elle va conduire les hommes du XVIIIe siècle à considérer qu'en effet, il est finalement assez dangereux de se lancer dans cette question de la répression du blasphème. Et l'élément majeur qui emportera définitivement les Français, et en particulier les législateurs révolutionnaires, c'est la célèbre affaire du Chevalier de la Barre. Célèbre affaire qui est d'ailleurs très unique en réalité quand on examine les cas judiciaires de cette époque-là, c'est-à-dire, je dis en un mot ce que c'est cette affaire du Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre était un jeune homme de 19 ans, un peu viveur, pas très sympathique d'ailleurs, et il est accusé, on découvre un matin, dans une petite ville du nord de la France qui s'appelle Abbeville, on découvre un matin que le crucifix en bois, le grand crucifix en bois qui orne le pont d'Abbeville, a été lacéré. Et donc ça crée un émoi important dans la ville. On est en 1765, et on accuse ce jeune homme, ce Chevalier de la Barre, qui est connu pour être un peu viveur, et avoir déjà proféré quelques propos que l'on appelle blasphémateurs, et on le traduit en justice. Et à ce moment-là, pour des raisons, je ne vais pas m'y étendre maintenant, mais des circonstances vraiment sordides, particulières, aussi bien en première instance qu'en appel, le Chevalier de la Barre est condamné à mort, décapité, brûlé, et un des éléments qui va accentuer qui va être un élément qui renforcera la conviction des juges de le condamner à mort, c'est qu'on a découvert chez lui le dictionnaire portatif de Voltaire. Donc, on mettra en plus sur le bûcher, sur le corps du jeune homme, le dictionnaire portatif de Voltaire pour que on expulse complètement ce crime de blasphème. Évidemment, ça va provoquer une réaction en chaîne en Europe, en particulier à l'initiative de Voltaire, ce qu'on dit peu souvent parce que c'est un détail juridique, mais en réalité parce que Voltaire a eu peur. Étant donné qu'à l'époque, le délit de blasphème, quand on peut montrer qu'il est motivé par notamment un écrit, on peut poursuivre l'auteur de cet écrit. Et donc, en l'espèce, on cherchait à condamner Voltaire, le Parlement de Paris en particulier, pour justement cette publication du dictionnaire portatif. Donc, Voltaire, à ce moment-là, mobilise toute l'Europe éclairée, et cet acte est considéré comme barbare, il est condamné, et c'est le procès de trop, ce procès qui conduira la Révolution française, dès le mois d'août 1789, à prendre de manière quasiment unanime, il faut le reconnaître, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui considère qu'une des libertés les plus précieuses de l'homme, c'est la liberté de communication, la liberté d'expression. Et 2 ans plus tard, dans le code pénal, le premier code pénal qui sera adopté par la Révolution française, eh bien, au titre même de cette liberté d'expression, le rapporteur, le Pelletier de Cerfageau, considérera qu'il faut éliminer tous ces crimes qui n'ont rien à voir avec il n'y a pas de victime directe, et c'est tout ce qu'il va appeler les crimes imaginaires, l'hérésie, la sorcellerie, le blasphème et un certain nombre d'autres crimes. Donc, on peut penser qu'à partir de cette époque, eh bien, nous en ayons définitivement terminé de cette question du blasphème et que désormais, il est libre de blasphémer. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que si pendant toute la Révolution et l'Empire, il y a eu en effet une abolition définitive de cette question du blasphème, il va, à partir de la Restauration, se réintroduire, mais par la petite porte, si j'ose dire, c'est-à-dire par le biais
d'une infraction qui ne dira pas son nom, c'est-à-dire qu'à partir de la Révolution française, on n'utilisera plus jamais le mot de blasphème, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on peut tout à fait trouver des biais en matière juridique pour arriver au même résultat que le blasphème sans le dire. Et là, en l'espèce, c'est une loi, en plus une loi libérale, qui a été prise en 1819, dans le cadre d'un gouvernement qui à l'époque était libéral, le gouvernement Decazes, et il y avait un garde des Sceaux qui s'appelait De Serres, qui a pris une loi sur la liberté de la presse. Et dans le cadre de cette loi sur la liberté de la presse, on a mis un article 8, libellé de la sorte. C'est un article qui prévoit néanmoins un délit d'outrage à la morale publique, et on a ajouté, ce n'était pas à la volonté du gouvernement, on a ajouté « et religieuse ». Donc, un délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Et ce texte va servir de base juridique pour tout le XIXe siècle jusqu'à la loi de 1881 sur la presse, poursuivre des auteurs, poursuivre des caricaturistes, poursuivre des journaux que l'on considère comme ayant en réalité blasphémé, mais on n'utilisera plus jamais le terme parce que depuis, comme je vous disais, l'affaire Calas, le terme blasphème est proscrit en France. Par exemple, tout le monde probablement a entendu parler des procès à la limite du ridicule qui ont été intentés contre Flaubert, Madame Bovary, contre Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et puis un certain nombre d'autres auteurs, Proudhon, Eugène Sue, etc. Eh bien, c'est sur le fondement de cet article 8 d'outrage à la morale publique et religieuse. Alors, Flaubert avait des amis, il n'a pas été condamné du tout. Baudelaire a été condamné, mais il n'a pas été condamné il n'a été condamné que pour outrage à la morale publique et non pas à la morale religieuse, parce qu'on a considéré, c'est dans les conclusions du procureur, que c'était un esprit dément, donc on ne pouvait pas lui reprocher la volonté de blasphémer, d'attenter à la morale religieuse. Bref, on a donc un arsenal juridique destiné à préserver les croyants contre la violence des mots. Et cet arsenal juridique a été particulièrement utilisé, c'est assez original de le souligner, non pas au début de la Restauration ou sous la monarchie de Juillet, mais à partir du Second Empire. Et comme par hasard, pourquoi à partir du Second Empire ? Eh bien parce que, à cette époque-là, la religion catholique est en pleine mutation. Il y a un pape qui s'appelle le pape Pie IX, qui est celui qui va adopter le syllabus en 1864. Et le syllabus, c'est une déclaration d'hostilité, pour le dire très simplement, au monde moderne. Donc, en réalité, on voit qu'on commence à utiliser beaucoup plus ce délit d'outrage à la morale religieuse quand l'Église elle-même évolue, ou disons régresse, si on peut dire, par rapport à ce qu'elle pouvait être juste après le Concordat. Alors la loi du 29 juillet 1881, qui est la grande loi sur la presse, eh bien, c'est un de ses objectifs principaux, elle va mettre fin à ce délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Et les débats sont assez intéressants, il faut les regarder, parce que justement, ils ont une grande actualité. Et alors, évidemment, vous avez d'un côté ceux qui sont comme Clémenceau, qui veulent mettre fin à toute forme de délit. Clémenceau considère qu'on doit pouvoir tout dire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ceux qui sont opposés à Clémenceau, en particulier la droite catholique, qui utilise déjà à l'époque, bien avant Austin, et ça, c'est très intéressant, parce que Austin s'est inspiré beaucoup plus, d'ailleurs, des juristes du XVIe siècle, mais au XIXe siècle, au moment des débats, nous avons un homme d'ailleurs de très grande intelligence qui s'appelle Monseigneur Freppel, qui est évêque et député d'Angers, et qui est le chef, en réalité, de la droite catholique de cette époque-là, et qui proteste en utilisant l'idée, et je cite, hein, « le fait est l'expression de l'idée, la parole prononcée ou écrite équivaut à une action, suivant l'adage consacré par la législation anglaise la plus libérale de toutes, scribere est augere, écrire c'est agir,
Et par conséquent, Monseigneur Freppel, donc bien avant Austin, utilise l'idée de la performativité du discours pour s'opposer à la loi sur la liberté de la presse. Donc ça doit nous faire réfléchir cette question, parce qu'on voit très bien que depuis très longtemps, et en particulier depuis cette époque-là, il y a un conflit important entre la liberté d'expression et cette idée de la blessure. Et ça aussi, c'est ce que je voudrais le souligner, parce que c'est un des arguments importants de Monseigneur Freppel, qui considère que la blessure doit être réparée. Et en particulier, dit-il, la blessure à ce que nous avons de plus important, c'est-à-dire Dieu. Et cette idée qu'il faut réparer la blessure s'accompagne en outre d'une idée qu'il faut poursuivre les discours de haine. Là encore, nous sommes au cœur d'une actualité, et il faut savoir qu'au XIXe siècle, ça ne surprenait pas cette idée de poursuivre les discours de haine, puisqu'il y avait dans la législation, j'en ai trouvé au moins 2 exemples, mais il y en avait d'autres, il y avait dans la législation de l'époque un certain nombre de lois qui criminalisaient certains discours de haine. Mais à l'époque, c'était des discours de haine, c'était destiné à poursuivre les discours de haine des socialistes et des révolutionnaires. Et il y avait notamment une loi du 9 septembre 1835 qui punissait la provocation à la haine entre les différentes classes de la société. Donc, en réalité, on voit très bien l'ambiguïté de l'origine de cette criminalisation du discours de haine. Ça a été d'abord utilisé pour éviter les discours critiques vis-à-vis de la société, vis-à-vis du gouvernement. Et alors, Monseigneur Freppel se trouve heureusement à cette époque-là mis en minorité par cette phrase célèbre de Clémenceau qui lui répond lorsqu'il dit qu'il faut défendre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Dieu. Et Clémenceau lui répond « Dieu se défendra bien lui-même, il n'a pas besoin pour cela de la Chambre des députés ». Et c'est ce qui va amener la consécration, enfin c'est ce qui va amener, évidemment, il y avait la majorité pour, mais je veux dire qu'à cette époque-là, tout le monde se rangera à cette idée que, bien entendu, il faut faire le pari de la liberté d'expression. Ce pari est évidemment hasardeux, ce pari est peut toujours entraîner quelques dérives, mais il est peut-être plus important que tout. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas simplement une liberté parmi d'autres. L'article 11 le dit bien, c'est la liberté la plus précieuse de l'homme parce que c'est celle qui permet la circulation et la confrontation des idées et donc qui permet de progresser ou même de régresser si on veut, mais en tout cas, c'est une liberté absolument fondamentale. Alors, à partir de cette loi de 1881, on va fixer le cadre du débat. J'ai entendu beaucoup de propos sur justement les injures. Donc on considère en France, contrairement aux États-Unis, que évidemment la liberté n'est pas totale. On dit qu'en France, on a la plus grande loi de liberté du monde, mais c'est en même temps une liberté encadrée. Encadrée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de limites que l'on ne peut pas franchir dans la liberté d'expression. Ces limites, à l'époque, sont au nombre de 2, et on ne peut pas injurier les personnes. Alors, je vous dis que l'injure, c'est l'expression outrageante qui ne comporte l'imputation d'aucun fait. Sale con, enfin bon, bref. Et la diffamation. Et la diffamation. Alors là, la diffamation, c'est au contraire l'allégation d'un fait qui porte atteinte à une personne, comme par exemple, tu as volé, tu as piqué dans la caisse. Voilà. Et donc, ce sont ces 2 éléments-là qui, à l'époque, étaient les limites à cette liberté d'expression. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le législateur, à l'époque, considère qu'on doit pouvoir tout débattre et tout dire sur les idées. Les idées, ça doit être un combat absolument ouvert, mais il ne faut pas blesser les personnes. Donc, dans le cadre de la religion, on doit pouvoir absolument critiquer les religions. Ce sont des idées.
Pour ceux qui ne croient pas, par exemple, les religions relèvent de l'idée. Mais on ne doit pas, en revanche, blesser les croyants qui sont attachés à cette religion. Donc la loi distingue bien cette idée, fait bien cette distinction entre les idées et les personnes. Les idées relèvent du débat critique, et en revanche, les personnes doivent être protégées de toute forme d'injure ou de toute forme de diffamation. Et cet équilibre sera à peu près préservé pendant tout le XXe siècle. Alors, préservé sur le plan religieux. En revanche, il est vrai qu'à partir des années 30, à partir de la crise que tout le monde connaît, il y a eu évidemment de gros dérapages dans les propos dits racistes. Et d'ailleurs, ça va conduire le législateur à prendre en 1939, mais ça ne sera jamais appliqué parce que 1939, c'était un peu tard, une loi Marchandeau pour réprimer les propos justement de haine. Je finis. Le retour en fait du religieux à partir du début des années 80, a profondément transformé cette configuration que je vous expliquais. Il faut bien savoir que ce n'était pas d'abord les associations musulmanes qui se sont mobilisées pour essayer de réhabiliter. Alors jamais, évidemment, encore on utilise le mot de blasphème, mais on va utiliser énormément cette idée de blessure, d'offense. Et qui dit en droit blessure, dit donc dommage et réparation du dommage. Et donc en réalité, ce qui s'est passé, je finirai sur cette note un peu technique, mais c'est très important pour le débat. Pendant toutes les années 80-90, on va utiliser le biais de l'article 1382 du Code civil qui permet, lorsqu'il y a un dommage et un préjudice, de le faire réparer. On va utiliser ce biais pour contourner la loi de 1881. Et il faudra attendre une grande décision de la Cour de cassation en juillet 2000 pour qu'elle ferme cette possibilité d'agir sur la réparation d'un préjudice en disant tout ce qui touche à la liberté d'expression ne peut être réglé que par la loi de 1881, c'est-à-dire s'il n'y a pas véritablement de diffamation, s'il n'y a pas véritablement d'injure, alors il n'y a pas de poursuite. Notamment, si vous regardez une publicité qui vous déplaît, eh bien, vous tournez les yeux et vous ne subissez pas véritablement un dommage. Je caricature, bien entendu, pour aller très vite. Et évidemment, cette décision de la Cour de cassation explique tout ce qui va suivre ensuite, c'est-à-dire qu'en réalité, elle anticipe déjà les décisions qui vont être rendues dans l'affaire Houellebecq, dans l'affaire Charlie, et qui va évidemment alimenter un sentiment de frustration, parce que dans les années 80 et les années 90, il y a eu en effet un certain nombre de décisions sanctionnant certaines caricatures ou certaines publicité, alors qu'à partir de 2000, il n'y en aura plus dans leur grande majorité, et certains, et notamment les associations musulmanes qui avaient porté plainte au moment de l'affaire des caricatures de Charlie, considèrent que c'est un peu deux poids, deux mesures, alors qu'en réalité, c'est simplement une temporalité. À partir de 2000, la Cour de cassation a fixé cette jurisprudence, et on espère tous que pour l'instant, elle se maintienne. Merci beaucoup. On a pris un peu de retard. Bon, on a pris un tout petit peu de retard, mais on va quand même donner la parole à Anastasia. Je ne fais aucune transition. Je vous rappelle quand même un certain nombre de textes fondateurs de l'Ancien Testament. Tu ne prononceras pas à tort le nom de Yahweh ton Dieu, car Yahweh ne te laissera pas impuni. Ne laissera pas impuni celui qui prononce son nom. Qui blasphème le nom de Yahweh devra mourir, toute la communauté le lapidera. Et ainsi de suite. Alors, l'histoire, c'est qu'on a tenté, évidemment, d'atténuer et de ne lapider personne, même si dans l'histoire de la philosophie, on peut penser au RM dont a été victime Spinoza, qui l'a quand même abîmé beaucoup dans sa vie, jusqu'aux fatwas qui ont été lancés contre Rushdie, etc. C'est-à-dire que ce que disait en gros Montesquieu, c'est que ce qui concerne, tu le cites d'ailleurs dans ton livre, je l'avais retrouvé, on ne doit pas statuer par les lois divines ce qui doit l'être par des lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l'être par les lois divines. Alors, on a tenté de faire ça, on n'a pas toujours réussi. D'abord, on a travaillé sur le langage. Là, on pourrait faire une conférence tout entière pour voir comment le langage était atténué.
voyez, vous prenez le nom de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors des fois, quand on injurie, on dit bordel de Dieu quand on grossit, mais on dit aussi pardi, parbleu. Et oui, là, dans pardi, parbleu, personne voit qu'il y a le nom de Dieu, donc il y a une atténuation de ce type-là. Mais effectivement, le blasphème pose évidemment la question de la liberté d'offenser, de la liberté. Est-ce que quand on offense, effectivement, est-ce que l'offense peut être collective? Voilà, c'est ça qui peut donner lieu, effectivement, à une réflexion. Et je pense que, Anastasia, tu vas reprendre ce type de question. À toi. Merci beaucoup de me recevoir ici. Je crois que sur... Tu ne prononces... Je crois que je vois pas tout le monde, en fait. Mais en même temps, maintenant, je ne vois plus vous. Bon, bref, je vais essayer de faire quelque chose entre les deux. Je pense que sur le « tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain », il n'y a que les Juifs qui ont vraiment repris le fait qu'on n'écrit pas, on ne dit pas le nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est très tardif. C'est seulement en 2008 que le pape a demandé aux catholiques aussi d'arrêter de dire le nom de Dieu parce que c'était offensant. Pour les Juifs, comme quoi l'offense touche vraiment tout le monde. Alors moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les deux précédents exposés. C'est vraiment la chance absolue de passer en dernier, parce qu'on peut rien affirmer et juste tout défaire. Je vais quand même essayer de dire quelques trucs, à commencer par le fait que et là, je pense que ce sont sans doute des options anthropologiques et politiques différentes. À la fois, j'ai trouvé votre exposé passionnant, Caroline Bayer, et en même temps, je suis assez surprise, et c'est quelque chose qui m'étonne à notre époque, cette espèce de volonté, cette espèce d'espoir un peu fou, de dire aux enfants, vous allez grandir dans un monde sans violence, vous allez grandir dans un monde sans angoisse, vous allez grandir dans un monde où il n'y a pas de mal, et d'ailleurs, on va réussir à éradiquer le mal, et ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, ça va prendre 2 minutes, on va vous montrer un PowerPoint, et après, vous n'allez plus injurier les gens, et puis vous ne ferez plus injurier, et puis ça va bien se passer. Je pense qu'il y a une... Je ne remets pas du tout en cause le travail d'éducation qui évidemment est nécessaire. Et j'aimerais dire que d'ailleurs, cette éducation-là, c'est l'éducation des parents. C'est d'ailleurs une éducation qui n'est pas une éducation proprement morale, mais qui est plus une éducation compassionnelle. C'est-à-dire qu'on apprend ces choses-là, et exactement parce qu'on fait l'expérience de la violence, on ne commet pas de violence, et en même temps, on sait aussi que la vie est beaucoup plus compliquée parce que beaucoup de ceux qui ont été beaucoup victimes de violence reproduisent la violence. Donc je pense que s'il y a une chose à faire et à dire avant tout sur la violence en général, avant même de parler de la violence des mots, c'est que un monde sans violence, ça n'existe pas. La question d'éradiquer la violence n'est pas une question parce que c'est parfaitement impossible. La question d'éradiquer l'angoisse, la mort, j'en avais noté d'autres, la haine, c'est impossible, et je vais même plus loin, je pense qu'il y a des haines qui sont extrêmement saines, je pense qu'il y a des colères qui sont extrêmement saines, je pense qu'il y a des injures qui sont extrêmement saines. Donc, il y a quand même une complexité de la violence, et d'autant plus de la violence des mots. Je me suis accrochée mentalement à cette phrase que dit Roxane, j'aurais préféré des coups que des mots, parce qu'au moins ça aurait laissé des marques, et ça me permet d'aborder une deuxième question d'époque qui n'est pas rien, qui est qu'on a une tendance aujourd'hui à considérer que la violence symbolique est à peu près égale à la violence physique. Et Roxane, elle parle avec ses mots, c'est une petite jeune fille, et nous, l'expérience qu'on en a, c'est pas du tout ça, parce que l'expérience qu'on en a, c'est que nous avons dans notre pays des journalistes qui se sont exprimés, ont publié des caricatures, alors voilà, au sens de l'expression plus large, ils se sont exprimés, et c'est pas des coups qu'ils ont reçus, ce sont des balles, ils sont morts, le sang a coulé. Donc il y a quand même une différence substantielle entre la violence symbolique et la violence physique, et qui est parfaitement irréductible, et je pense qu'il est d'ailleurs finalement assez dangereux de dire que c'est la même chose. Alors on voit que chez Roxane, on est sur un point, vous voyez, psychologique, de dire j'aurais préféré parce que j'aurais eu des marques, et en même temps c'est très important de rappeler que non, ça n'est pas la même chose, que la violence physique ne laisse absolument aucune liberté. C'est une violence qui est absolument subie. Or la violence des mots est une violence
qui laisse une marge, qui laisse une latitude de liberté, parce qu'il y a celui qui insulte, il y a celui qui est insulté, mais celui qui est insulté peut prendre la liberté de ne pas se sentir insulté. Et donc, l'idée serait quand même de dire que, au fond, peut-être, s'il y a une éducation à faire, ça n'est pas de dire aux gens qui injurient d'arrêter d'injurier, mais plutôt de dire aux jeunes, vous allez vous faire insulter toute votre vie, et vous allez insulter aussi pas mal de personnes, et tout ça n'est pas si grave. Voilà pour juste commencer sur ce que je voulais dire. Et ce qui m'amène aussi au fait que j'ai adoré cette histoire sur Sainte Agnès, c'est ça, c'est Sainte Agnès, parce qu'il y a plusieurs récits comme ça rapportés, et en fait, j'ai même pas besoin de vous parler de ces tribus où avant de se dire bonjour, on s'insulte 15 fois pour être bien sûr de ne pas se faire la guerre, parce que vous avez déjà tous expérimenté ça. Quand vous êtes très en colère, parfois, insulter quelqu'un permet de ne pas le frapper. Et donc, la parole a aussi quelque chose d'assez extraordinaire et de libératoire. Vous avez déjà senti l'espèce de libération absolue que c'est d'insulter quelqu'un. Enfin, c'est formidable quand même de pouvoir insulter quelqu'un. Non, mais c'est génial, c'est une invention formidable. Le langage est là aussi pour ça, pour pouvoir insulter, pour pouvoir libérer, pour ne pas justement passer à l'acte. Et on a parlé de ça, j'en reparlerai, de cette espèce d'obsession qu'il y a de dire, mais dire c'est faire, et parce qu'on dit ça veut dire qu'on va faire, mais rien ne prouve ça. Et moi, personnellement, de mon expérience personnelle, tout prouve à peu près le contraire. Donc voilà. Partant de là, il y a quand même cette question de la violence des mots, parce qu'elle est pas non plus complètement neutre, cette question. Il ne s'agit pas de dire que toutes les violences sont bonnes, même s'il y en a des extraordinaires. Il s'agit de dire qu'il y a quand même une question qui est une question politique, et qui est de dire il y a des paroles qu'on va juger trop violentes, qu'on va interdire, et des paroles qu'on va juger acceptables. Donc on a parlé du blasphème, je vais revenir un peu dessus. Et je voulais aussi vous parler, là c'est sous forme d'annonce de plan, un peu scolaire mais sympathique. Donc on va parler un peu de blasphème et ensuite on va parler un peu de ce qui touche justement ces offenses et ces insultes individuelles ou collectives, parce que je pense qu'aujourd'hui la clé est là. Donc en ce qui concerne le blasphème, je ne me mesurerai certainement pas à l'historien, j'aurais pas cette prétention. Mais je reprends le fil un peu, Jacques, là où tu l'as laissé, pour parler de ce qui s'est passé en France. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'effectivement, on avait une loi extrêmement ouverte, qui était la loi de 1881, qui était une loi où, en fait, il n'y avait pas de délit d'opinion. On peut le dire, on pouvait même s'en vanter. Évidemment, cela a été dit, et c'est important. La liberté d'expression est une liberté fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale qu'à partir du moment où l'État n'est pas fondé sur une vérité révélée, c'est-à-dire une vérité religieuse qui est partagée de fait par tout le monde, il doit y avoir une recherche collective de la vérité, et la recherche collective de la vérité passe par la discussion, passe par la parole. Et donc, dans la liberté d'expression, c'est une liberté proprement fondamentale, parce que ce qu'on ne vous autorise pas à dire, vous ne vous autorisez pas à le penser. Et ce que vous ne vous autorisez pas à penser, c'est toute cette zone qui fait que tout d'un coup, vous n'êtes pas tout à fait libre parce que vous ne pouvez pas penser tout ce que vous voulez penser. Donc je dis ça pour dire que 1881, c'est, bon, d'abord la Révolution française évidemment, mais 1881 qui est une loi qu'on aurait pu nous envier dans le monde entier. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est la modification de cette loi. Et la première grande modification de cette loi, c'est 1972. Pardon pour ceux qui ont déjà entendu tout ce random, bref. La première grande modification est celle de 1972 et c'est la loi Pleven. Et ça part de très très bons sentiments. C'est 72, le moment à l'international de la mise en cause du racisme sur fond de décolonisation. C'est la redécouverte du passé vichiste en France. Et c'est cette idée qu'il y a des paroles qui sont trop blessantes et qu'il faut interdire parce qu'elles gênent la cohésion nationale, elles empêchent le vivre ensemble. Vous voyez, tous ces concepts extrêmement épais et compréhensibles étaient là, déjà quasiment. Alors peut-être pas le vivre ensemble, je crois que c'est...
Le vivre ensemble, c'est vraiment une invention à nous, quoi. Il fallait nous pour inventer ça, mais je veux dire notre génération. Mais bon, c'était une très très bonne idée, voilà, la meilleure idée du monde. Et d'ailleurs, c'est une loi qui est votée à l'unanimité à ce moment-là. Cette loi-là, elle fait deux choses. Elle fait deux choses. La première, c'est que elle interdit, donc vous voyez comment c'est exposé dans la prolongation. Elle interdit l'injure, l'insulte, la diffamation, la provocation à la haine et à la discrimination pour une personne, ça on l'avait déjà, mais aussi pour un groupe de personnes en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une race, une nation ou une religion. Ça, c'est la première chose. Déjà, on peut discuter à peu près tout de ça. On n'appartient pas à une ethnie comme on appartient à une religion, puisque au moins dans l'islam et dans le christianisme, on peut rentrer en religion et en sortir, bien que dans l'islam ce soit plus compliqué, mais quand même, ce sont des religions universelles. On peut parler aussi du fait que la provocation à la haine est un concept assez bizarre, parce que de quel droit on interdirait les gens de haïr? Enfin, quel est cet état qui m'interdit de haïr? Si je suis chez moi et que j'ai envie de haïr des gens, et que j'ai même envie de dire à mon voisin que je hais mon autre voisin, quelle est la légitimité de l'État d'influer sur une émotion quasiment, hein, la provocation à la haine? C'est quand même curieux. Bon. Et cette loi fait une deuxième chose, qui est qu'elle donne le pouvoir aux associations de porter plainte au nom des groupes. Parce que si vous êtes insulté en tant qu'individu, vous portez plainte en tant qu'individu. Mais si c'est un groupe qui est insulté, eh bien, il faut bien quelqu'un pour le représenter, ce groupe. Donc, on donne ce pouvoir aux associations. Et là encore, je suis désolée, vous allez finir par me haïr, mais on est là pour ça aussi. Il y a cette idée un peu étrange que si je dis les chrétiens sont tous des énormes blaireaux, déjà, il y a 15 000 manières d'être chrétien. Il y a un tas de personnes qui croient différemment. Et puis moi, par exemple, si quelqu'un dit les chrétiens sont des énormes blaireaux, ben, je ne me sens pas concernée. Alors même que je suis peut-être chrétienne, tout simplement parce que je pense que ce discours-là n'en vaut pas la peine, ou bien parce que j'ai aussi le droit de répondre, mais non, pardon, c'est toi l'énorme blaireau, etc., etc., etc. Donc l'appartenance au groupe, ça n'est pas non plus une évidence. Et ça c'est d'autant moins une évidence, et c'est là où je voulais en venir, sur la situation de la violence des mots aujourd'hui en France, c'est quand même le sujet. C'est d'autant moins une évidence que, en France, nous avons cette idée un peu folle, et en même temps un peu belle, qui nous vient aussi de la Révolution, qui est qu'il n'y a pas de communauté dans le pays, à part la communauté nationale. Il n'y a qu'une communauté qui compte, c'est la communauté nationale. Il n'y a pas de communauté entre l'État et les citoyens. L'État s'adresse directement aux citoyens. Et c'est une idée assez folle aussi parce qu'elle porte l'idée que votre appartenance communautaire ne regarde pas l'État. Je vous rappelle que les statistiques ethniques sont interdites en France pour cette raison-là. Mais c'est une raison qui n'est pas seulement politique, c'est une raison qui est proprement philosophique, on aimerait dire anthropologique, et ça veut dire... Une fois que vous m'avez donné vos appartenances communautaires, vous m'avez encore rien dit de vous. Une fois que vous m'avez dit que vous êtes blanc, juif, homosexuel, vous m'avez encore rien dit de vous. Et en plus, tout en étant blanc, juif, homosexuel, ou noir, musulman, hétérosexuel, ou ce que vous voulez, nous ne voulons pas savoir parce que nous ne croyons pas au fait que ces appartenances non seulement disent quelque chose, mais en plus nous pensons que vous avez la liberté de choisir toutes vos appartenances. Et vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez être absolument. Donc vous voyez que le projet politique est un projet aussi anthropologique. Or cette loi-là, ce qu'elle a créé, en France en tout cas, c'est particulièrement sensible. Et effectivement, les associations catholiques ont porté plainte énormément. Le grand procès qui a eu lieu, c'est le procès quand même contre Charlie Hebdo. C'est le moment en fait où la loi Pleven est devenue connue, parce qu'avant c'était un peu une affaire de spécialistes. Là, c'est devenu connu parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a eu un immense procès, hyper médiatisé, des associations musulmanes qui franchement à ce moment-là ne représentaient personne et qui portaient plainte au nom des musulmans, au nom de la communauté musulmane. Et voilà que vous êtes pris en France dans un jeu de « mais alors toi, en tant que musulman, qu'est-ce que tu en penses ?» Vous voyez le piège. Vous voyez le piège total et absolu parce que tout d'un coup, cette loi dont on pensait qu'elle était géniale et formidable, le piège se referme complètement et commence à communautariser les gens, à leur demander de répondre en tant qu'ils sont quelque chose, en tant qu'ils appartiennent à quelque chose. Et grosso modo,
si vous êtes musulman et que vous défendez Charlie, vous êtes un traître, et si vous ne défendez pas Charlie, bah, en fait, vous êtes un traître aussi. Ça dépend à qui, parce qu'à partir du moment où la communauté nationale se fracture en communautés particulières, il y a évidemment une tension qui naît entre les communautés particulières. Cette tension-là, en France, elle a été particulièrement perceptible par le fait que la loi Pleven a ouvert en fait les vannes à de plus en plus de restrictions à la liberté d'expression. De plus en plus de restrictions, beaucoup de blasphèmes ont été jugés sous cette loi Pleven. Les caricatures de Mahomet, c'est du blasphème pur. On n'a pas besoin d'être docteur en théologie pour le comprendre. C'est du blasphème. Évidemment, on ne parle pas de blasphème, on dit que c'est une offense aux croyants. Et ensuite, ça a donné lieu à un tas d'autres lois. Les lois mémorielles, d'abord, donc des lois qui protègent des vérités historiques, au nom aussi de l'offense qui peut être commise quand on remet en cause ces vérités historiques. La loi Guesso, en 90, sur le négationnisme du génocide des Juifs. La loi de 2001, sur le génocide des Arméniens. Et ensuite, il y a eu une espèce d'inflation législative complètement monstrueuse, puisqu'ont été intégrées toutes les insultes, les provocations, pour un individu ou pour un groupe qui concerne l'identité sexuelle, qui concerne quoi d'autre? L'identité sexuelle, je l'avais au bout de la langue là et puis c'est parti. Ça va revenir. Ça va revenir. Non, parce qu'après ils vont être vexés ceux que j'ai oubliés. Il faut pas jouer à ce jeu-là. Tu vas les insulter. Le genre, l'identité sexuelle. Non, mais il y a un gros groupe qu'on oublie là. C'est grave. C'est très très grave. Bon, on va retrouver, c'est pas grave. Il n'y en a pas dans la salle apparemment parce que personne n'a l'air vraiment attristé par un oubli grave. Bon. Et donc, du coup, il y a eu une inflation législative avec cette idée qui est devenue quasiment obsessionnelle, qui est de dire, mais attention, parce que les paroles, ça fait très, 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 très mal. Il ne faut surtout pas offenser les gens. Et alors, avec une confusion qui est devenue extrêmement forte entre l'insulte individuelle, si je dis Jean-Michel est un énorme connard, c'est pas la même chose que si je dis tous les gens à lunettes sont des gros cons. C'est-à-dire... Non, mais il faut bien comprendre. Et quand je dis Jean-Michel, c'est un Jean-Michel que je connais. Bon, il faut prendre un exemple précis. Si je dis Jacques, si je dis Jacques est vraiment un débile mental, c'est pas du tout la même chose que si je dis tous les hommes à lunettes sont des débiles mentaux. Tous les hommes à lunettes sont des débiles mentaux, il est générique, il est général. Il veut à peu près rien dire, en fait. Mais il n'est pas une insulte non plus, du coup. Comment ? Il n'est pas une insulte non plus. Mais non, parce qu'en fait, qui est l'objet de l'insulte? Ceux qui décident d'être objet de l'insulte aussi. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'à partir du moment où on a collectivisé l'insulte, ceux qui sont insultés, c'est ceux qui décident d'être insultés. Donc, c'est ceux qui ont une revendication qui n'a rien à voir, en fait, avec l'insulte. Et donc, ces gens-là, j'en parle vraiment, et donc, ces gens-là, mais c'est grave en même temps, parce que vous voyez bien que c'est eux qui choisissent d'être insultés. Encore une fois, à partir du moment où Houellebecq dit l'islam, en 2001, il y a un procès, Houellebecq dit l'islam, c'est la religion la plus con du monde. Bon, déjà, ça vous fait rire, c'est grave. Vous devrez vous poser des questions. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que quand il dit l'islam, c'est la religion la plus con du monde, la réaction normale, moi, je m'imagine, si je suis musulmane, je me dis, bah putain, Houellebecq, c'est vraiment l'écrivain le plus con du monde de dire ça. Voilà, je me le dis chez moi, je peux même écrire un article là-dessus si j'ai envie, il y a un droit de réponse, c'est formidable, on organise un débat, on va à la télé, c'est super. Mais ceux qui décident de monter au créneau et de dire, il faut faire taire Michel Houellebecq, ils ont un projet. De la même manière que les catholiques, quand ils montent au créneau contre une pièce qu'ils jugent blasphématoire, ils ont un projet. Et leur projet, même s'il peut avoir une part louable, qui est de dire, mais attendez, il faut être gentil, etc. Mais bon, être gentil, c'est pas un projet de société, c'est pas un programme politique, être gentil. Il y a quelque chose qui leur échappe et qui est très grave, qui est que plus les combats politiques se fractionnent par communauté particulière, et plus la communauté nationale est dissoute dans ces combats particuliers. Et cette diffraction, cette explosion de la communauté nationale est complètement entretenue à un niveau totalement psychologisant, qui est de dire « Ah bah bien sûr, mon pauvre, ah putain, t'as vu ce qu'il a dit sur les juifs? Et lui, t'as vu ce qu'il a dit sur les chrétiens? Et lui, t'as vu ce qu'il a dit sur ceci? Ah non, mais moi, ça m'a blessé. Hein. » Alors, on va être clair, je pense.
Et je pense que c'est très, très, très important. Et je pense que, en fait, la seule pédagogie est là. Il est absolument nécessaire dans la vie d'être poli. Et on aimerait tous vivre dans un monde où tout le monde est poli. Mauvaise nouvelle, vous êtes né sur la planète Terre. Vous appartenez à une race qui s'appelle l'humanité, qui est vraiment une sale race. Où les gens sont franchement malveillants, je dirais même mauvais. Si vous pensez qu'il y a des gens qui vous veulent du bien autour de vous, vous êtes naïf. Généralement, les gens veulent votre mort. Et donc, le fait qu'on arrive plus ou moins à cohabiter ensemble sans se tuer est déjà une espèce de prouesse absolue de civilisation. C'est un miracle. Si en plus on ne peut pas s'insulter, si en plus on ne peut pas dire la chose la plus évidente du monde qui est l'autre, il m'inquiète. Et donc la seule manière que je trouve de vivre avec cette inquiétude, c'est de l'insulter. Parce que c'est mieux que je l'insulte en fait plutôt que je le frappe. Tant qu'on n'a pas résolu ça, et tant qu'on serait dans la paranoïa de l'offense, à mon avis, on aura oublié l'essentiel de tout ça, qui est que, encore une fois, et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour se tolérer. Le langage, il est aussi libératoire. Dire ça n'est pas faire. Dire souvent, le plus souvent, permet de ne pas faire. Et plus on verrouille le langage, et plus on accuse la violence des mots, et plus cette violence-là ressort de manière complètement marginale et du coup beaucoup plus forte et beaucoup plus violente. Parce que la civilisation, la culture, c'est exactement, c'est ce que Norbert Elias, la civilisation des mœurs, la culture, c'est ça, c'est la pacification, mais la pacification veut dire aussi que dans chaque société, il faut, pour que la société fonctionne, laisser une part au diable. Très bien.